Donc, bonjour. Je vais aller assez rapidement. Cette présentation dans mon laboratoire, le laboratoire Hybrid Lab, il est loin de ma discipline. Donc, il est vraiment loin de l'école. Physiquement, il est vraiment comme une bibite bizarre dans le campus de l'UDM. Et donc, je vous présente je vais être un peu critique concernant certains aspects. Donc, si on voit ici, par exemple, en suivant Freiling, la théorie, la pratique, et on voit la recherche qu'on connaît, pas la recherche contextuelle. Donc, ça, c'est très important, surtout en créativité, en création. La recherche fondamentale et le design ou la créativité. Donc, on peut faire la recherche pour le design quand on fait l'innovation de type RD. Donc, on fait un travail un peu... Il y a certains aspects qu'on a vus sur Ubisoft qui me font croire sur cette notion de recherche et développement. On est très loin de la théorie, on est très proche de la pratique. Quand on parle de recherche-création, par exemple, là, on dit que c'est une création réflexive d'une installation ou d'une œuvre artistique. Mais je me pose la question, est-ce que c'est la pratique du design dans les universités? Donc, on continue à pratiquer, je dis, dans mon domaine, je suis à l'école de design industriel, c'est la pratique du design, ou est-ce que si j'étais musicien, c'est la pratique de la musique, si je suis en théâtre, c'est la pratique de ma discipline de théâtre. De nos façons. Donc, si on s'en va du point de vue théorique, si je fais la recherche sur le design, là, je suis plus élevé, là, un peu comme on les doit, mais je crée la connaissance, mais je suis très loin de la pratique. Donc, je suis très dans les sphères de la théorie. Et donc, je produis la connaissance, mais la pratique reste un peu desservie. Et si on regarde la recherche fondamentale traditionnelle, donc on fait une contribution à la connaissance de manière importante et pertinente, mais et où l'innovation de rupture? Donc là, c'est là la clé et un peu le rôle de cette rencontre. Donc, un peu comme on avait fait avec la Travi allemande. Donc, l'idée, c'est faire la recherche par le design, donc produire d'une part la connaissance et produire aussi l'innovation. Donc, je vais faire cette danse-là entre recherche et design pour la recherche dans toute la présentation. Vous allez voir les travaux qu'on a fait, les contributions qu'on a fait au laboratoire pour arriver à cette notion-là de recherche que j'appelle recherche innovante. Donc, design par la recherche. Donc, au tout début de ma carrière, d'ailleurs, c'est la première subvention en carrière. En 2006, j'ai eu les projets Novator, appui au projet Novator de l'FRQSC. Et l'idée, c'était de faire la réalité virtuelle dessinée. Donc, bref, les outils informatiques sont très précis. On a vu des choses très photoréalistes, mais il manque d'ambiguïté, d'imprécision. Il manque ces conversations réflexives et les utilisateurs vont se focusser sur l'outil. Et si vous montrez cela à un client, celui à votre gauche, c'est déjà construit. Donc, ils disent, mais je n'ai même pas participé. Tandis qu'à côté, vous voyez, donc, avec une réalité virtuelle dessinée, on pourrait faire un processus un petit peu plus riche au niveau créatif. Donc, si je vous montre quelques exemples à l'époque de la réalité virtuelle dessinée, donc, on voyait que les gens pouvaient dessiner avec une perspective sphérique à l'intérieur d'un dôme. Et en 2007, on a proposé un système qui s'appelait le Hybrid Ideation Space, un système qui avait une entrée virtuelle, donc avait un contenu virtuel et un contenu réel avec des maquettes physiques,
et une projection inspirée par Lou Cruikshank avec les panoscopes et Burke avec les planétariums. Et ça fait un outil qui a existé de 2007 à 2014 et que vous voyez ici, donc on était capable de dessiner, de marier la réalité virtuelle avec les dessins et dessiner à l'échelle devant nous. Ça, c'est vieux de 2007. Et vous voyez, donc, en dessinant avec une perspective normale, on pouvait, au lieu d'être tout petit, on était immergé dans cet sketch, dans ce travail ambigu, abstrait, très porteur pour la créativité. Évidemment, donc, on l'a fait aussi avec des maquettes. Donc, en bas de la table, donc, on a certaines maquettes qu'on voit à l'échelle et qu'on pouvait dessiner. Et par la suite, donc, c'est une histoire de simplement, vous voyez, des prototypes. On parlait prototypes tantôt. Donc, des prototypes très visuels, qui sont devenus de plus en plus sophistiqués. Et des interactions aussi qui ont changé des dessins qui se faisaient sur papier pour arriver en 2010 en logiciel. Et même, on a fait des interactions de type dessinées avec un iPod Touch à l'époque, avant l'iPad, ou dessiné avec un laser pointer. Simplement, c'était très d'exploration. Vous voyez ces designs pour la recherche. Donc, après, donc, on a fait la recherche par le design et on a dit comment on évalue ce processus créatif parce que si on se base sur les résultats, c'est de façon très subjective. Donc, un jury est très subjectif dans son évaluation. Et donc, on a proposé une méthode inspirée dans le domaine de la psychologie sur la notion de Csikszentmihalyi, de l'expérience optimale avec les flows, où donc on a découvert un pattern, les design flow pattern, comment on se sent quand on a une idée, quand on fait un processus créatif. Et donc, petit à petit, on arrive dans le flow à chaque résultat satisfaisant et après, on tombe sur les contrôles. Ça nous a valu un papier assez important qui est encore très cité et très théorique. Donc, on a dit, OK, donc on va revenir encore au design. Et en 2009, on a eu une autre subvention du fonds. C'était l'héritage d'Hexagram. Hexagram, l'Institut de recherche-création, est passé aux mains du fonds. Et donc, on a interconnecté. Donc, on voulait voir ça, mais de façon, une cognition partagée, une expérience partagée. Et la première fois, donc, on l'a installé à UC Berkeley en 2010. La version prototype l'est à votre gauche et l'est dans l'atelier de design, donc dans l'espace créatif pour les étudiants. Et par la suite, donc, il a commencé à voyager. Donc, c'est un dispositif qui a commencé, on a commencé à analyser le processus avec différents pays. On avait à un moment donné 4 sites interconnectés avec l'Allemagne, la Suisse, à la ville de Québec. Et on voyait les gens qui dessinaient avec des appareils, à l'époque, c'est des laptops modifiés, modebook. Et là, on a dit, on a observé des choses, donc on doit faire la théorie, on va faire la recherche fondamentale, et on a proposé une nouvelle méthode pour l'évaluation des discours. Donc là, on a passé de l'expérience et on a commencé à travailler sur la parole, avec des linguistes, évidemment, et on a découvert 3 patterns de conversations de design. Les conversations collaboratives, les plus importants, les boucles d'idéation collaborative et les avancées. Et si vous voyez, donc, ça donnait des patterns assez différents. Donc, si je l'illustre ici dans une petite vidéo, donc on voit comment un premier loop immature devient mature et par la suite est ancré dans la réalité. Et finalement, on arrête de parler et on fait ce qu'on appelle les collaborative moving.
Maintenant, les étudiants, on l'enseigne. On enseigne les étudiants de design à parler. Un peu comme les avocats, on les apprend à utiliser un jargon et à maîtriser le discours dans la cour. Un petit peu plus de recherche par le design. Donc, on a appliqué à des fonds un petit peu plus importants et on a obtenu en 2012 un travail qui voulait extrovertir, donc extérioriser la pensée des designers par ces systèmes HIS interconnectés. Et on voulait mélanger, on voulait analyser comment on se sent quand, c'est trianguler avec la parole et l'expérience et arriver à ce type d'analyse. Donc, on voit les challenges et les skills, c'est les défis, les compétences et la conversation tout au long de l'activité. Donc, évidemment, on fait toujours ce design aussi, ce côté créatif, donc en alimentant les méthodes. Et donc, on a proposé l'ethnographie par téléprésence. L'ethnographie par téléprésence, donc avec deux systèmes qui travaillent, qui collaborent. Donc, on pourrait avoir un autre système qui est omniprésent. Donc, on pourrait être immergé dans l'activité et l'analyser. Ici, par exemple, je ne mets pas l'audio, mais en fait, on voit, je suis tout seul à Montréal et on voit des gens à Liège qui collaborent avec des gens à Nancy, dans la Lorraine, en France. Et nous, on analyse l'activité sans qu'eux se rencontrent. Évidemment, ils savent, mais comme ils ne nous voient pas, donc on est complètement transparent, mais on est immergé dans l'activité. Un autre élément aussi, donc une danse que je vous ai dit, on a avec des collègues, Pierre Côté, l'Université Laval, eux, ils voulaient travailler sur une méthode objective de mesurer l'activité créative. Et dès là, nous, on a commencé à travailler sur la physiologie. Donc, on a travaillé avec des... Et c'est pour ça que mon labo est distant de mon école, parce que j'ai des doctorants qui sont psychologues. Voyez-vous, donc c'est complexe à ce niveau-là. Mais donc, on voit la physiologie, que c'est l'élément gris et l'élément vert. Et on voit au centre les conversations de design. Et on voit en bleu et en rouge, la ligne, c'est l'expérience perçue. Et donc, avec les rythmes cardiaques, on est en train d'arriver à dessiner la signature psychophysiologique de la conversation réflexive, de quand on a une idée. Et donc, par exemple, quand on fait un design proposing, désolé pour l'anglais, on voit un rythme cardiaque très élevé et une variabilité très basse. Et de cette façon-là, on peut aussi remarquer des moments de silence on va les analyser plus tard, vous allez voir. On a, donc ici, si vous voyez, au début, donc vous avez des loops qui sont immatures, qui sont connus parce que les gens parlent beaucoup et les gens cherchent le consensus. Et à un moment donné, à la fin, vous voyez, les gens arrêtent de parler, presque, et ils sont dans un type de représentation qui est beaucoup plus précise. Donc, ce type d'analyse sont faits avec nos approches. Et on a voulu faire du design pour aller rentrer chez les praticiens et on a proposé avec les FCI un fonds qui nous a permis d'innover encore et créer un nouvel outil. Un outil qu'on appelle Hive 3D. C'est un outil qu'on l'a présenté à SIGGRAPH. Donc, je ne suis pas informaticien. SIGGRAPH, pour ceux qui les connaissent, c'est la conférence en computer graphics et interaction. Donc, on l'a présenté là, on a fait des brevets et il y a eu même une compagnie dérivée. Et donc, on a eu, ça c'est en 2014, on a eu même Bloomberg qui sont venus nous voir et qui ont fait, ils font connaître les systèmes au niveau international. Et vous allez voir à partir de maintenant,
On avait déjà commencé à les rendre internationales avec nos échanges, mais là, ça a été un déclencheur. Donc, le système permettait, vous voyez, est complètement différent, devenait un produit. Donc, avec un écran qui est pour 360, avec un logiciel qui permettait, en fait, ce qu'on a fait entre les HIS, les Hybrid Ideation Space et les Hives, ça a été l'interaction. Donc, on a créé des éléments d'interaction qui, en fait, nous ont valu revenir à SIGGRAPH avec un curseur 3D. Donc, une nouvelle façon d'interagir avec l'informatique en rendant l'ordinateur collectif. Et donc, là, le système devenait un système de réalité virtuelle sociale où les corps du système étaient les curseurs 3D. Chacun avait chaque utilisateur, donc connecté localement et à distance, pouvait interagir dans l'espace virtuel. Et sans lunettes, sans qu'il soit en 360. Donc, ça génère une ambiance où il y a une expérience partagée. Donc, les gens sont là, les gens discutent. Quand on porte des lunettes, on ne se voit plus. Là, on se voit et on travaille. Et le curseur n'est pas seulement un interacteur, ça permet de visualiser avec une image différente, donc orthogonale versus la vue en perspective. Et si je vous montre en petite vidéo aujourd'hui, c'est quoi les Hives? C'est quoi ici les Hives? C'est ça. Donc, c'est un produit. Donc, c'est plus un prototype, c'est devenu un produit. Et ce produit-là, il est utilisé aussi comme un outil de recherche. Donc, on continue avec la danse. On a voulu mesurer l'expérience optimale de façon un petit peu plus granulaire à chaque seconde. Et on a voulu faire la rétrospection avec un dispositif. On l'a développé en 2016. Et en 2017, là, on a commencé à faire la rétrospection immersive. Donc, rétrospection immersive, ça veut dire que les gens, dans le cadre de l'évaluation des user experience, de l'expérience utilisateur d'un musée, par exemple, donc les gens pouvaient revivre la visite du musée, faire une évaluation de l'expérience perçue, subjective, et après faire des entrevues où les gens expliquent pourquoi ils étaient stressés ou pourquoi ils étaient dérangés par un dispositif, par exemple. Et là, on l'a appliqué, on est revenu sur la créativité, donc comment on applique cette rétrospection immersive dans l'activité créative du design. Et on a réussi, donc on les présente au mois de juillet en Italie. On a réussi à extérioriser la cognition, c'est-à-dire les premiers ordres d'échange, par exemple la parole que je vous adresse, c'est une première ordre d'interaction avec vous. Mais moi, je peux avoir d'autres activités cognitives qui sont très actives dans un processus créatif. Et là, on les a dévoilées et on les présentera. Je ne les présente pas aujourd'hui. Je les présente en juillet en Italie, à l'ECO. Et donc, quelques exemples de ces recherches. Donc, il y a eu des ateliers de design à Melbourne. Vous voyez des systèmes qui sont immersifs avec la non-immersion, les gens qui sont en arrière. Les travaux sur l'héritage virtuel, parce qu'on peut, si on a eu du vécu sur un endroit spécifique, on peut les dessiner. Donc, je me rappelle qu'il y avait telle fenêtre dans un édifice, par exemple. Les Néo-Zélandais, ils l'ont installé dans les musées. Donc, et là, les personnes, même avec des chaises roulantes, pour faire des liens à la présentation antérieure, donc ils peuvent interagir dans cet espace. Je me rappelle d'avoir dessiné les chevals comme ça entre Montréal et Wellington l'année dernière.
Des ateliers de design de différentes sortes. À Bordeaux, par exemple, donc, il y a des cours d'histoire, des cours de théâtre. Les ateliers de design que nous on fait à Montréal, entre, par exemple, des psycho-ergo à l'Université Lorraine et des étudiants en design industriel pour concevoir des systèmes de recharge de voitures électriques et que l'évaluation se fasse, si vous voyez l'écran du laptop, donc par Skype, il y a d'autres personnes qui sont interconnectées avec nous en Australie, par exemple. D'autres workshops internationaux où cette activité, si la réalité virtuelle sociale devient un corps pour les centres du partage des connaissances. Pour récapituler, donc l'approche que nous on a au Hybrid Lab avec cette danse, c'est de travailler avec différentes disciplines du côté théorique et on rentre dedans les théories vraiment. Donc, on doit être polyglotte. On doit vraiment comprendre quand on parle à un psychologue ou un informaticien et avoir l'ancrage sur la pratique de l'activité parce qu'on a un produit. Même le prototype a été très utilisé comme un produit. Et donc, on arrive à proposer des solutions de ce côté-là, mais en même temps, on a maintenant certaines des méthodes que je vous ai parlé sont citées par d'autres disciplines. Je me suis même invité pour une conférence en psychiatrie. Donc, je suis en design, architecte, non? Vous m'avez dit. Et la question de ça, c'est que donc on arrive à proposer des connaissances et l'innovation. Donc, la recherche innovante, que je l'appelle comme ça, donc c'est la recherche fondamentale plus une pensée créative. Ce n'est pas la recherche-création. C'est une contribution à la connaissance plus des solutions innovantes à des problèmes complexes. Les Hive 3D a eu beaucoup de succès au niveau international, si vous voyez. Il est très méconnu au Canada. D'ailleurs, il n'y a aucune vente au Canada. Mais partout, donc dans différents pays, donc immersifs, non immersifs. Et je profite aussi, je remercie l'opportunité de l'invitation et l'Hybrid Lab a cette année 10 ans. On a fait un 10 avec toutes les publications qu'on a réussi à faire. Et je vous remercie. Donc voilà, 22 minutes.